Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes là dans les cadres de votre émission Au Crible. Ici, nous invitons les gens rodés pour analyser l'actualité avec nous sur ce plateau. Je suis avec le président Noël Tchani, Mouadi Vita. Il était l'un des candidats à la présidence de la République aux élections de 2018. Il est là avec nous. Président Noël Tchani, soyez le bienvenu. Merci de me recevoir à RTVH. Président Noël Tchani, avec vous, nous allons essayer un peu de parler de questions d'actualité. Vous êtes sans ignorer que dans la coalition, aujourd'hui, la coalition qui est en train de diriger les pays FCC Cash, les torchons brûlent. La première thématique, FCC Cash, comment pérenniser les acquis de l'alternance. Pensez-vous qu'il y a eu une alternance qu'il faut préserver et pérenniser? Bon, je ne voudrais pas parler comme Franco Luambo, qui avait tendance à chanter que dans un couple, il peut y avoir des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il appartient aux membres de ce couple-là de résoudre leurs problèmes. Ceux qui sont en dehors peuvent observer, peuvent faire le constat. Mais s'ils mettent leurs pieds dedans, la plupart du temps, ils se brûlent les pieds ou ils se brûlent les doigts. Je constate qu'il y a des problèmes dans ce mariage-là, FCC Cash. Mais si les deux membres du couple, FCC et le Cash, ont la volonté de régler leurs problèmes, je crois que ça ne peut être que dans l'intérêt du peuple congolais, parce que c'est eux qui sont au pouvoir et qui gèrent donc la République. Et si les problèmes ne sont pas résolus, ça va affecter la performance et du gouvernement et des institutions de la République, et c'est le peuple congolais qui va payer le prix. Donc, sans faire partie de cette coalition, je ne peux que leur souhaiter bonne chance. S'ils veulent travailler dans l'intérêt du peuple congolais pour régler leurs divergences, leurs différences, afin qu'ils se concentrent sur le travail pour lequel le président de la République a été élu, et pour lequel certains des membres du FCC se trouvent dans des institutions comme le Parlement, comme l'Assemblée, comme le gouvernement de la République. Voilà, président Noël Tchani, pensez-vous qu'avec ce qui se passe, les institutions peuvent être en danger? Mais bien sûr que si les problèmes ne sont pas résolus de façon méthodique, et si les gens deviennent irréfléchis et irresponsables, se mettent à s'insulter publiquement, comme cela a été le cas tout récemment, ça va paralyser le tout. Et quand on paralyse le tout, on paralyse le public, on paralyse le peuple, on paralyse le pays, on peut mettre les institutions donc à mal. Donc mon souhait, c'est que nous avons une démocratie qui est très fragile. Il est important que les acteurs politiques assument une certaine responsabilité et s'élèvent à un certain niveau pour ne pas se comporter comme des gens dans la rue. Et quand il y a des problèmes, qu'on puisse les régler de façon méthodique, plutôt que de passer sur les ondes et commencer à s'insulter mutuellement. Ça donne un très mauvais message à la population et ça effraie tout le monde. Ça effraie la population qui vit dans la situation de désespoir, une population qui espère que les leaders politiques vont régler ces problèmes, et si ces leaders politiques commencent à se comporter comme des enfants, vous voyez le message que ça donne. Mais ça donne aussi un très mauvais message à la communauté internationale. Communauté internationale, c'est-à-dire non seulement des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais surtout des investisseurs privés. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à douter de la maturité des autorités politiques congolaises à pouvoir régler les problèmes de façon responsable. Aujourd'hui, l'opposition, identifiée comme la Mouka, pense que c'était une coalition contre nature. Aujourd'hui, vous affirmez cela? Vous savez, je ne suis pas membre de cette coalition-là, mais j'ai vu simplement qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble pour prendre le pouvoir ou pour conserver le pouvoir. Et nous ont donné les leaders que nous avons, ils ont donné les institutions que nous avons. C'est que moi, je souhaiterais, en tant que Congolais, qui veut vraiment le bien de ce pays et qui veut que le pays puisse aller de l'avant, je souhaiterais que ces gens puissent faire tout pour que le pays puisse se développer au profit de tous les peuples congolais. Il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours. Quand j'entends ce qui se passe à Béni, dans tout le reste du pays, des gens qui meurent de faim,
Et je me dis, mais est-ce que nous, Congolais, nous sommes devenus si irresponsables que nous ne pouvons pas nous concentrer sur l'essentiel? L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est transformer la RDC, entreprendre des réformes structurelles importantes pour que le pays puisse marcher normalement, pour que le Congolais puisse retrouver son salut dans l'exploitation des ressources naturelles du pays, pour que les enfants congolais puissent avoir la chance d'aller à l'école et d'étudier dans de bonnes conditions, pour que le Congolais qui tombe malade puisse avoir l'opportunité de se faire soigner dans des hôpitaux de qualité. C'est ça les défis auxquels nous devons faire face. Et pour faire face à ces défis-là, je crois que nous avons besoin de la paix, de la sérénité, mais surtout de la tranquillité d'esprit. Nous avons concentré sur l'essentiel. Nous avons besoin de la paix, mais certains analystes avérés pensent que c'est une coalition fondée sur l'hypocrisie. Aujourd'hui, les dirigeants s'entretuent, s'élancent des phrases et des mots. Un président de la République, on brûle ses effigies. Et également, un président honoraire, on brûle aussi ses effigies. La notion de l'autorité morale et du président de la République, on ne sait plus qui est qui dirige alors le pays. Du moment que cette coalition dirige les pays, va diriger les pays pendant 5 ans. Bon, c'est pour cela que je suis partisan de ce que j'appelle un état de droit fonctionnel. Et tout à l'heure, je disais que le pays a besoin de faire des réformes structurelles importantes pour qu'il puisse marcher normalement, pour qu'il puisse redevenir un pays normal, parce que tout ce que vous avez dit là, ça montre que la RDC est devenue une sorte de république bananière, que nous devons tous essayer de changer pour qu'on devienne la véritable République démocratique du Congo qui fonctionne comme une nation moderne. Et pour le faire, je crois que nous devons avoir un état de droit qui fonctionne. Cet état de droit veut dire quoi? Ça veut dire que vous brûlez les effigies du chef de l'État en poste, on vous trimballe devant la barre et vous allez en prison, ou bien vous payez les amendes qu'il faut. Mais il faut avoir la force qu'il faut pour... Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut entreprendre des réformes nécessaires. Et c'est là que j'invite le chef de l'État à assumer ses responsabilités, à entreprendre ces réformes structurelles importantes-là. Et si on ne peut pas accepter d'avoir ces réformes structurelles importantes, le chef de l'État a beaucoup d'instruments à sa disposition qu'il peut utiliser pour dissuader donc ses partenaires du FCC. Par exemple, à partir donc du 24 janvier 2020, il aura totalisé 12 mois au sommet de l'État. La Constitution lui donne le pouvoir de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale, et de refaire les élections. Vous me direz qu'on n'a pas d'argent pour faire tout ça, mais si le pays ne peut pas fonctionner avec ce que nous avons, il faudra qu'on puisse trouver cet argent-là, et je pense que les partenaires tant internationaux que nationaux vont réaliser qu'il est peut-être mieux de l'accompagner donc dans cette démarche-là, de refaire faire les élections pour pouvoir donner au pays une majorité avec laquelle il peut travailler. Donc, pour l'instant, j'espère que les problèmes peuvent être résolus de façon méthodique, de façon responsable. Mais si on ne peut pas arriver à le faire, il faudra qu'il puisse envisager cette possibilité. Monsieur Noël Tchani, vous parlez que le président peut le faire, oui, mais certains cadres du FCC pensent qu'il n'est pas là par la volonté de la CENI, et moi encore de la population congolaise, c'est par la volonté de l'autorité morale. Joseph Kabila Kabang, et je prends les propos de Denis Akilanga, comment... Si il a été nommé, placé là par Kabila, comment il peut avoir le pouvoir de dissoudre le Sénat et le Parlement? J'espère que vous ne m'avez pas fait venir ici sur le plateau de télévision pour que je puisse commenter sur des bêtises. Ça, c'est ça que j'appelle des bêtises. Pourquoi? Parce que nous avons une constitution et nous avons des institutions qui sont responsabilisées pour faire certaines tâches. La CENI est responsabilisée pour organiser les élections et la Cour constitutionnelle est responsabilisée pour confirmer les résultats des élections. Moi, Noël Tchani, j'étais candidat dans cette élection. La CENI m'a proclamé, pas vainqueur, mais vaincu. Et la CENI a proclamé Félix-Antoine Tshisekedi vainqueur. Je me suis incliné devant ça. Pourquoi les autres personnes ne peuvent pas faire la même chose? Il faut savoir s'incliner lorsque le destin a décidé ainsi. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore compris de reconnaître que nous avons des institutions qui sont légitimes, c'est-à-dire qui sont là d'après la Constitution, d'après les lois de la RDC. Quand la CENI dit que Félix-Antoine Tshisekedi a gagné les élections, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre puisse contester ça sans pouvoir venir donner des résultats contraires pour confirmer? Et jusqu'à présent, personne n'a donné donc le contraire. On a prouvé le contraire. Donc, moi, personnellement, je respecte ce qui a été décidé par les institutions légitimes,
Je m'incline devant ça et je demande à tout le monde de faire la même chose. Mais vous avez aussi réclamé au moment de la publication, d'une manière qu'il y avait les élections étaient remplies des irrégularités. Oui, les irrégularités, tout le monde donc l'a dit, tout le monde l'a reconnu. Les élections, moi j'ai vu d'un bureau de vote où il y avait des choses qui étaient tout à fait sous standard, si je peux dire. Mais les irrégularités, si elles ont été mises ensemble, et dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national, la CENI nous a dit, voici les résultats que nous avons compilés et qui reflètent la tendance générale, tenant compte de ce qui a marché et tenant compte aussi de ce qui n'a pas marché. Je ne peux que respecter ça. Je ne peux pas contester tout cela. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce chapitre-là devait être tourné pour que nous puissions nous concentrer à autre chose. On est déjà à 4 ans de la prochaine élection présidentielle et nous sommes en train toujours de parler de ce qui s'est passé dans le passé. Vous estimez? Je crois qu'il va falloir à un moment donné que nous puissions donc tourner la page et pour moi cette page-là est déjà tournée. Vous estimez que le FCC est resté trop nostalgique? Bon, ça, je ne connais pas s'ils sont nostalgiques ou pas, mais nous savons que le FCC ou le PPRD, ils ont géré ce pays pendant 18 ans et nous connaissons donc les résultats de ce qu'ils ont réalisé au bout de leur gestion pendant tout ce temps-là. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont nostalgiques de tout ce qu'ils ont réalisé pendant ce temps? Moi, je ne sais pas. Je comprends qu'ils ont fait une évaluation au Katanga il n'y a pas longtemps et qu'ils vont faire une autre évaluation du FCC ou du PPRD pour tout ce qu'ils ont mené comme action au sommet de l'État. Je salue cette initiative-là parce qu'il faut être conscient à un moment donné de ce qu'on a fait de bien et de ce qu'on n'a pas fait de bien du tout. Moi, là où je voudrais les attendre, les gens du FCC, je leur dis, faites votre évaluation. Moi, Noël Tchani, en tant que président de la force du changement, j'ai fait l'évaluation donc de notre pays sous la gestion de Joseph Kabila pendant 18 ans. J'ai fait cette évaluation-là, par écrit d'ailleurs. Et je pourrais partager avec les gens du FCC pour qu'ils puissent savoir ce que d'autres personnes qui ne sont pas membres de leur groupe donc pensent. Mais une fois qu'ils ont terminé leur auto-évaluation, je les invite dans un débat télévisé. J'invite qui? J'invite Joseph Kabila en tant qu'autorité morale du Front commun pour le Congo à venir confronter Noël Tchani en tant qu'autorité morale de la force du changement pour que nous puissions évaluer ensemble leur performance, qu'il puisse défendre son bilan devant le peuple congolais et que je puisse lui dire aussi ce que moi je pense, et je pense aussi que ce que je pense, c'est ce que beaucoup de Congolais pensent. Joseph Kabila n'est pas habitué de la télé. Une fois j'étais avec vous ici, avec Alain Tundu. Si on vous envoie Némi Mouilania et Cheo Kitundu, vous allez accepter? Chadari, vous allez accepter? J'ai fait la demande de leur autorité morale. Maintenant, si l'autorité morale m'écrit et me dit, bon, moi je suis incapable de parler, je vous envoie donc Monsieur Chadari pour qu'il puisse donc venir, et je vais le recevoir et je vais le confronter donc devant tout le peuple. Le message est lancé, FCC, vous pouvez envoyer votre candidat. Le président Noël Tchani a besoin de vous défier sur le plan de votre bilan pendant 18 ans. Il estime que vous avez laissé un pays d'une manière catastrophique, ingouvernable. Alors, avant de parler de ce deuxième thématique, actuel budget de 10 milliards, face aux multiples défis, on en parle, mais une question, l'un de vous était candidat président de la République, Martin Fayulu, il a proposé un plan de sortie des crises au Conseil national de la réforme institutionnelle. Vous étiez candidat devant tous ces problèmes. Pensez-vous qu'on peut appliquer cela? Bon, je ne connais pas les détails de ce qu'il a proposé, mais je vous informe que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Dans ce plan-là, je propose des réformes structurelles, des réformes institutionnelles importantes. Quelles sont les réformes que moi je propose et que je pense donc sont importantes donc à mener? Par exemple, nous avons un Parlement qui a 2 chambres. Et on a l'Assemblée nationale, on a le Sénat. Et je pense qu'il y a duplication d'efforts et je ne vois pas la valeur ajoutée du Sénat. Je souhaiterais que nous puissions analyser cela et supprimer le Sénat pour qu'on reste simplement avec l'Assemblée nationale comme le Sénégal l'a fait. Et je pense que cela va nous permettre d'épargner d'ailleurs beaucoup d'argent parce que le Sénat, il est budgétivore. Prendre cet argent, construire les écoles, construire les hôpitaux, je crois que c'est quelque chose donc dans l'intérêt du peuple congolais. Je souhaiterais qu'on fasse d'autres réformes structurelles. Le fonctionnement de la justice congolaise aujourd'hui ne fonctionne qu'avec l'argent. Il faudrait qu'on puisse revoir tout le système et voir dans quelle mesure nous pouvons
rendre cette justice beaucoup plus effective que ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la question, par exemple, d'élection présidentielle, donc à un seul tour. Je souhaite que nous devrions revenir au système d'élection présidentielle à 2 tours pour que, au niveau du premier tour, qu'il y ait des éliminatoires, des candidats se confrontent entre eux-mêmes. Il y a une vingtaine, trentaine de candidats, ils vont s'éliminer mutuellement et on va rester avec 2 candidats qui peuvent passer au deuxième tour. Comme ça, les Congolais vont se focaliser sur le candidat, sur sa vision et ce qu'il peut apporter. Une manière de renforcer la légitimité? Je pense que ça va renforcer la légitimité, effectivement, parce qu'en ce moment-là, on pourra avoir un président qui est élu avec 50% au lieu d'avoir un président élu avec 10% ou 15%. Au-delà de cela, je voudrais qu'on puisse regarder la question de la nationalité des Congolais. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. Nous continuons à avoir une constitution qui est calquée sur un modèle complètement donc périmé. Je voudrais qu'on puisse reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit ce qu'ils ont fait à l'étranger. Si vous allez à l'étranger, vous avez la nationalité étrangère, vous êtes toujours Congolais et quand vous êtes chez nous, on ne reconnaît pas votre nationalité étrangère. Donc, il y a toute une série de réformes de ce genre qui sont des réformes structurelles importantes, institutionnelles donc à faire pour que le pays puisse fonctionner donc normalement. Donc, si ces idées que moi j'ai développées dans le cadre du plan Marshall sont reprises aussi par Martin Fayulu, tant mieux, c'est que nous voyons les choses donc dans la même direction. Mais la seule différence, c'est que je pense que nous pouvons faire ces réformes structurelles dans le cadre des institutions existantes. Je ne pense pas qu'on puisse aller à l'extérieur des institutions et dire on oublie tout ce qui existe et nous allons recommencer à zéro en quelque sorte en inventant le monde pour recommencer par des institutions que nous allons mettre en place et ne pas reconnaître donc des institutions existantes. Dili Sessanga pense aussi qu'il faut réviser la Constitution. Il est dans la même logique avec vous, mais Martin Fayulu propose un dialogue de 18 mois. Moi, je ne suis pas très d'accord avec les histoires de dialogue. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu plusieurs dialogues. Et chaque fois qu'il y a un dialogue, devinez quoi, je commence à connaître maintenant les politiciens congolais parce que moi, je ne suis pas l'un d'entre eux. Ces politiciens congolais-là, chaque fois qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils demandent d'avoir un dialogue. Une fois qu'ils arrivent donc autour de la table, c'est pour se donner, se partager. Partager les gâteaux. Et quand ils n'ont pas eu le gâteau, ils demandent un autre dialogue. Et ça ne va jamais finir. Moi, je crois que nous avons maintenant des institutions qui sont issues d'élections. Et je ne dis pas que ces élections étaient parfaites. Elles ont été très imparfaites d'ailleurs. Mais c'est ça que nous avons pour l'instant. On va évoluer avec. On va avoir des prochaines élections si on prend des précautions et on fait ces réformes structurelles ou institutionnelles que je propose. Je pense que ça va nous amener à une démocratie un peu plus parfaite que ce que nous avons. C'est comme ça que progressivement nous allons nous améliorer. Mais si on doit tout détruire pour recommencer à zéro parce qu'on n'est pas au pouvoir, je pense que c'est une erreur et ça retarde le développement de notre pays. Merci. Sur ce plateau, je suis avec le président Noël Tchani. Mwadiamvita, il était l'un des candidats président de la République aux élections de 2018. Deuxième sujet actuel, budget de 10 milliards face aux multiples défis. On en parle, le chef de l'État a annoncé à travers le Premier ministre le budget de 10 milliards. Et pensez-vous que ce budget va résoudre le problème des Congolais? Parce que le Premier ministre dit qu'il va trouver la solution dans tous les secteurs. Oui, je pense que le budget que nous avons, il est très insuffisant pour régler tous les défis de développement auxquels notre pays est confronté. Nous avons plusieurs défis de développement dans tous les secteurs d'ailleurs. Nous avons la question de manque d'infrastructures de base. On n'a pas d'eau pour couvrir toute la population. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de services de télécommunications, on n'a pas de routes modernes, on n'a pas d'aéroports modernes, on n'a pas d'écoles de qualité pour nos enfants, on n'a pas d'hôpitaux de qualité pour donner des soins de santé à tout le monde. Donc, comment on ça? a 85% de la population active au chômage. Tout le pays est au chômage. Donc la situation sociale, elle est catastrophique. C'est pas l'analyse des gens du FCC, moi encore de Kabila. Ils ont laissé un pays gouvernable. Ils vivent sur une autre planète. Mais la planète Terre sur laquelle nous, moi et d'autres Congolais, nous vivons. Ce que je viens de dire là, c'est ça que je connais, c'est ça la réalité. Et s'ils disent qu'ils ont laissé le pays dans un état de gouvernabilité totale, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire donc gouvernabilité. Vous savez, ce pays ici, il est ingouvernable aujourd'hui. L'insécurité est généralisée. Comment avoir fait 18 ans à gérer un pays et on se retrouve aujourd'hui à
essayer d'éteindre des poches d'insécurité, ceux qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Comment voulez-vous donc venir dans une capitale, la capitale d'un pays, pardon, et vous avez des poubelles qui s'accumulent partout. On est en train aujourd'hui de chercher à nettoyer les poubelles dans la ville de Kinshasa. Ceux qui n'ont pas, cette ville n'a pas été administrée. Et Kinshasa n'est que le reflet de ce qui se passe donc dans l'ensemble du pays. Comment voulez-vous donc venir dans un pays où toutes les entreprises publiques, je dis bien toutes les entreprises publiques, il y a des arriérés des salaires allant jusqu'à 2-3 années. Nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises n'ont pas été payés. Aujourd'hui, on a tout plein d'arriérés, des dettes qu'on ne connaît même pas à combien s'élève la dette intérieure donc, de la RDC. Et les 3,7 milliards de dettes intérieures qu'on nous présente, ils sont incapables de pouvoir honorer cela. La dette extérieure, donc c'est la même chose. Et quand on regarde, par exemple, le niveau des réserves d'échange, parce qu'ils ont tendance à dire que Joseph Kabila a laissé 1,1 milliard de dollars de réserves d'échange. 1,1 milliard de réserves d'échange, d'accord, mais 1,1 milliard de réserves d'échange face à 3,7 milliards d'arriérés de dettes intérieures qu'on n'a pas pu payer. Donc on fait semblant, on prétend qu'il y a des réserves d'échange alors qu'il n'y a rien parce qu'on ne payait pas donc des dettes. Ce pays se trouve dans un état d'ingouvernabilité totale. Il faudrait que nous, Congolais, qu'on fasse ce diagnostic-là de façon responsable pour qu'on puisse trouver des solutions durables. Si on se trompe, on dit simplement, oui, ils sont aveugles, donc le pays est très ingouvernable. C'est pas vrai. Nous sommes incapables de payer les arriérés des salaires aujourd'hui. Nous sommes incapables de payer donc les fonctionnaires de l'État. Et quand on les paye, on paye combien? Moins de $100 par mois. Et avec $100 par mois, on est incapable de pouvoir vivre dans ce pays. Donc, je voudrais que nous puissions faire un diagnostic réel. Et nous l'avons fait, ce diagnostic-là. Et nous proposons des réformes structurelles pour changer la RDC, pour transformer le pays au profit de tous. Monsieur Noël Tchani, tout le monde accepte. J'ai l'impression que vous avez les yeux, mais vous ne faites pas l'effort de voir. Parce qu'avec Kabila, on a vu Matata Pognon, la bancarisation, les agents étaient payés à temps, comme il faut. À l'époque de Mobutu, on voyait les gens fuir avec l'argent, mais quand même Kabila fait quelque chose, il ne faut pas tout jeter dans l'eau. Je ne voudrais pas venir ici. Je pense que cette discussion, je voudrais la garder lorsque j'aurai l'autorité morale du Front commun face à moi. Pour l'instant, je crois que... L'invitation est lancée. Je voudrais lui épargner tout ça. Je l'invite donc dans un débat, lui ou son représentant, ou M. Chadari, mais je suis prêt à pouvoir évaluer cela devant le peuple congolais. Voilà. Avec eux en direct. Merci. 10 milliards d'actuel budget, l'urgence est dans tous les secteurs. On commence par quoi? Bon, d'abord, j'ai dit que 10 milliards de dollars, c'est déjà un grand effort par rapport au budget qu'on avait jusqu'à présent. L'année dernière, on avait un budget donc, qui avoisinait 5 milliards de dollars. 10 milliards, ça représente le double de cela. Donc, c'est un effort qu'ils ont fait pour augmenter ces ressources budgétaires à un niveau, au niveau où nous sommes aujourd'hui. Mais je considère que ce niveau-là est toujours très insuffisant pour faire, d'abord très insuffisant par rapport à la capacité de mobilisation des ressources du pays. Moi, j'avais estimé que nous pouvons, pendant la première mandature ici, issue des élections, on pouvait avoir un budget d'au moins 20 milliards de dollars par an. Et qu'au-delà de 5 ans, nous pouvons augmenter ce budget au niveau de 45 milliards de dollars par an. Et ça, c'est tenir compte non seulement de la capacité de mobilisation des ressources du pays, mais tenir compte des défis auxquels nous devons faire face pour pouvoir développer le Congo. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement a présenté un budget donc de 10 milliards et c'est ça qui a été approuvé donc par l'Assemblée nationale, même si le processus continue encore. Ce que je considère, c'est que ce budget étant insuffisant, il faut qu'on soit modeste dans ce qu'on peut entreprendre et ce qu'on peut réaliser. Malheureusement, dans le domaine du développement, quand on a tout à faire dans tous les secteurs, il faut repartir un peu ici, un peu là-bas, ainsi de suite, pour ne pas mettre tout dans le même panier. Mais les priorités, parmi les priorités que moi je vois, c'est quoi? Le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Donc tout ce qui est sécuritaire doit prendre l'ascendant sur tout. 2, il faudrait qu'on puisse mettre en place des mécanismes de mobilisation accrue des ressources de l'État. Pour cela, je considère que les réformes touchant au domaine de la gouvernance du pays sont très importantes. La mise en place d'un État fonctionnel, d'une administration publique de qualité, la réforme de la justice pour que le pays puisse commencer à fonctionner d'après les lois et pas d'après donc les humeurs. 3, il faudrait qu'on mette l'accent sur ce que j'appelle le développement du capital humain, l'éducation, la santé.
C'est extrêmement important qu'on ait des ressources humaines de qualité, mais pour ça, on doit investir dans le système éducatif, dans le système de santé. 4, il faudrait qu'on puisse mettre en place des mécanismes de promotion de l'autosuffisance alimentaire, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche, parce que nous devons produire ce que nous consommons. J'ai été dans une boutique hier pour acheter un petit produit, boutique du quartier. Et j'ai trouvé une maman là-bas en train de prendre de la farine du sac pour mettre dans des sachets afin de vendre ça. Et je me suis intéressé à ça pour parler avec elle. Je lui ai demandé, maman, ça c'est la farine de Bumba. Elle a dit non. Elle m'a montré sur le sac, c'est la farine qui vient de l'Angola. Et il y avait plusieurs sacs. J'ai dit, tiens, vous allez en Angola pour acheter la farine. Il dit, non seulement on vient nous vendre ici, mais nous avons cette farine de l'Angola. Et si vous ne voulez pas ça, vous pouvez prendre cette farine-là. Elle vient de la Zambie. Et l'autre vient d'Afrique du Sud. Et elle m'a montré 5 sacs de farine venant des pays africains différents. Aucun sac de farine du Congo, de la RDC. Quel genre de pays nous sommes? Nous ne pouvons pas devenir simplement un dépotoir de produits étrangers. Notre politique doit être de promouvoir l'autosuffisance alimentaire parce que nous pouvons produire plus dans notre pays. Non seulement la production agricole, mais également les produits de l'élevage, de la pêche, pour que nous puissions vivre avec ça. Et ça va non seulement créer des emplois pour les Congolais, mais ça va surtout nous épargner de pouvoir dépenser le peu de devises étrangères que nous avons pour aller acheter donc la nourriture à l'extérieur. Donc, ça, ce sont des priorités. Mais au-delà de cela aussi, il faut qu'on mette en place un bon environnement des affaires pour attirer des investissements, qu'on commence à construire des infrastructures de façon méthodique pour sélectionner les plus importantes, pour ne pas tout embrasser. Mais il y a aussi d'autres secteurs dans lesquels nous devons mettre des ressources. Le développement du tourisme, qui est créateur donc d'emplois. Il y a aussi donc le domaine financier qui est extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 20 banques commerciales dans notre pays, 20 banques en moyenne. Toutes ces banques-là sont étrangères. Je suis scandalisé d'apprendre que la Banque commerciale du Congo, la BCDC, l'une des plus vieilles banques de notre pays et la deuxième grande banque du pays, vient d'être vendue à qui? À Equity Bank du Kenya. Mais Equity Bank du Kenya n'est que la face visible de ce que nous voyons. Equity Bank du Kenya, c'est une banque listée à la bourse. Une confirmation, une réalité que la banque vient d'être vendue? C'est ce que j'ai vu dans les nouvelles. Okay. Mais cette banque-là qui vient avec l'étiquette « Je suis du Kenya », elle est listée à la bourse du Rwanda, elle est listée à la bourse de l'Ouganda. Quand on est listé à la bourse donc dans ces pays-là, ça veut dire que les originaires de ces pays qui vivent dans ces pays-là achètent des actions de cette banque à travers la bourse, deviennent actionnaires de Equity Bank. Donc, Equity Bank appartient non pas simplement au Kenya, mais aux Rwandais et aux Ougandais. Et devinez quoi? Et ils viennent chez nous acheter la plus grande banque du pays. Or, un pays qui ne contrôle pas son système bancaire, qui ne contrôle pas son économie. Je voudrais dire que les autorités congolaises, s'ils ont fait ça, ils ont commis l'erreur mortelle pour notre économie, pour notre système bancaire, pour notre monnaie et pour notre pays. Je voudrais qu'ils puissent repenser 2 fois. Nous devons avoir une stratégie aussi de promotion des intérêts congolais, des intérêts nationaux. Comment est-ce qu'on peut vendre la plus grande banque du pays aux Rwandais et aux Ougandais alors que nous connaissons les relations que nous avons eues avec ces gens-là? Nous devons avoir de bonnes relations avec tout le monde, donc dans le cadre du développement de ce qu'on appelle l'intégration africaine. Mais n'ayons pas donc des yeux bandés, nous devons savoir d'où nous venons, ce qu'ils ont essayé de faire avec la RDC et où est-ce que nous voulons partir dans l'avenir. Voilà, Président Noël Tchani, parmi vos pistes ici de solutions, vous avez commencé par la sécurité, dans priorité des priorités. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, et à travers ses services, on voulait qu'il y ait l'opération conjointe avec les Ougandais, Rwanda et autres pour mettre la sécurité à Béni, mettre dehors les ADF. Pensez-vous que c'était une bonne proposition? J'ai toujours salué toute initiative qui aille dans le sens de promouvoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Mais nous devons, comme je viens de le dire tout à l'heure là, ne pas oublier d'où nous venons. Il y a des pays avec qui on a eu des relations tumultueuses et qui ont eu des velléités d'occupation de la République démocratique du Congo. Ces pays-là, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Alors, aujourd'hui, aller reprendre les armées de ces pays pour les ramener sur notre territoire. Nous aider pour qu'il y ait la paix. Mais c'est eux qui ont voulu nous envahir et c'est eux qui entretiennent l'insécurité à l'est du pays. Les troupes qui sont là-bas, les ADF, ils viennent d'où?
Ce sont des ADF qui viennent donc de l'Ouganda. Moi, je voudrais qu'il y ait cette force régionale, comme le président de la République l'a suggéré. Mais je préfère que, dans le cas de cette force régionale, chacun va maintenir la paix et combattre les rebelles sur son territoire. Mais qu'il y ait coordination de façon telle que, sur le territoire congolais, c'est l'armée nationale congolaise qui doit opérer et qui doit supprimer toutes les velléités des milices qui viennent donc de ces pays étrangers-là, mais qu'il y ait coordination dans cette force régionale pour que les Ougandais fassent la même chose sur leur territoire, les Rwandais fassent la même chose sur leur territoire, les Congolais chez nous, nous faisons la même chose, de façon telle qu'on ait la paix dans la sous-région. C'est ça l'idée. Mais maintenant, aller prendre des armées étrangères, les mettre sur nos territoires, sans qu'on puisse permettre à l'armée congolaise d'aller sur les territoires donc étrangers aussi. Si les Rwandais veulent venir chez nous, qu'ils permettent à l'armée nationale congolaise d'aller aussi sur le territoire rwandais. Si les Ougandais veulent faire la même chose, qu'on permette aussi donc à l'armée nationale congolaise d'aller sur le territoire ougandais. De cette façon-là, on est quitte. Mais qu'on ne prenne pas simplement les armées étrangères pour les amener sur le territoire congolais, pendant que nous, on n'est pas autorisé à pouvoir aller chez eux. Donc, ayons une force régionale, mais que chacun travaille sous un mécanisme de coordination bien compris, mais que chacun travaille donc sur son territoire avec son armée pour maintenir la paix, la sécurité et combattre les groupes. Monsieur Notcheni, la question de l'Est date de longtemps. Si vous étiez président, qu'allez-vous faire pour trouver réellement la paix de ces côtés-là? Le chef de l'État avait tenté, dans son discours, il dit « Je veux mourir pour la question de l'Est ». Un jour, 2 jours après, l'Antonov est tombé. Qui sont derrière la question de l'Est? Les Occidentaux? Les Congolais eux-mêmes? Bon, moi je crois que là, si j'avais un mot à dire, je mettrais l'accent sur, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, sur la création ou la formation, la mise en place d'une véritable armée nationale congolaise, bien équipée, bien éduquée, avec les nombres que nous avons. Nous sommes le plus grand pays dans la sous-région, on devrait avoir la plus grosse armée aussi donc dans la sous-région. Et nous devons commencer par faire l'inventaire de qui se trouve dans notre police, dans notre armée, dans nos services de sécurité. Les Congolais vont rester et les étrangers qui sont dans ces structures-là doivent quitter. C'est le point de départ. Maintenant, une fois que nous avons fait cet inventaire-là, nous devons déterminer on a besoin de combien de gens pour maintenir véritablement la paix sur l'ensemble du territoire national. Si par exemple dans la police, nous avons 100 000 personnes, et que pour maintenir la paix, il faut 200 000 personnes, il va falloir qu'on recrute 100 000 personnes nouvelles, mais on ne les recrute pas simplement pour les larguer dans la police, on les envoie dans des centres de formation, on les équipe comme il faut et on leur donne une rémunération adéquate pour qu'ils soient motivés et capables de pouvoir se concentrer sur les efforts de maintien de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire sans pouvoir se préoccuper d'aller rançonner la population parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. C'est là que chef de l'État a promis 400 $. C'est pour ça que moi je suis l'avocat de ce que j'appelle le salaire minimum garanti. Ce salaire minimum garanti, moi j'ai fait le diagnostic basant sur le coût de la vie. Parce que je m'en vais aussi au grand marché en Zando pour acheter donc à manger. Je m'en vais dans des magasins pour acheter des habits. Donc je connais plus ou moins ce que ça coûte pour vivre en République démocratique du Congo. J'ai estimé qu'il nous faut avoir un salaire minimum garanti de 1 000 $ par mois. En dessous de ce salaire-là, de ce niveau-là, il y aura toujours des gens qui seront tentés de pouvoir aller rançonner la population pour essayer de suppléer à l'insuffisance donc de leur salaire. Alors maintenant, la question que les gens me demandent souvent, c'est comment pouvons-nous avoir y arriver? Un salaire de 1 000 $ par mois? Il ne faut pas vendre les rêves. Hein? Je ne vends pas de rêves, je vous vends la réalité. Et il faut que les Congolais sachent la situation réelle et se fassent violence pour qu'on arrive à réaliser cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? On revient à la discussion sur le budget. Vous savez que chaque année, le Congo perd entre 10 et 15 milliards de $. Sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics. Ce n'est pas Noël Chan qui le dit. C'est le professeur Lozolo Bambi qui était conseiller du président en matière de lutte contre la corruption qui a fait ce travail-là. Et nous savons aussi que ces découvertes donc, du professeur Lozolo Bambi ont été confirmées par qui? Par le président Thabo Mbeki qui avait conduit en RDC une mission du panel des experts africains.
Et à l'époque, ils avaient conclu que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national, ça va dans des poches des privés. Quand on dit 85%, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avons ne représente que combien? 15% de ce qui devait être. Là où nous devons mener des efforts, c'est combattre la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Si nous faisons ce travail-là, nous allons recouvrer suffisamment de revenus pour augmenter le budget au niveau suffisant pour pouvoir faire face à tous ces défis-là. Par exemple, le Nigeria, chaque année, recouvre de la lutte contre la corruption 15 milliards de dollars, chaque année. Et nous, Luzolo Bambi nous a dit que chaque année, nous perdons de 10 à 15 milliards de dollars. Donc, c'est possible de recouvrer cet argent. Si on recouvre 15 milliards par an, on ajoute au budget de 10 milliards, nous avons déjà un budget de 25 milliards par an. Ce budget de 25 milliards peut nous permettre d'augmenter les salaires de tout le monde au niveau de 1000 dollars par mois, mais également utiliser cela pour financer la gratuité de l'enseignement, pour donner l'assurance maladie universelle à tout le monde, pour commencer à construire les infrastructures, ainsi de suite. C'est comme ça qu'un pays se développe. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire une chose. Vous voulez qu'on se développe, il va falloir qu'on se fasse violence sur certaines choses qui peuvent faire mal, notamment la lutte contre la corruption. Zéro tolérance pour les corrompus. C'est-à-dire, zéro tolérance, ça veut dire quoi? Si on connaît des gens qui sont corrompus ou qui sont des corrupteurs, il faut les dénoncer. Et si on les dénonce, il faut qu'on les amène devant la barre. Devant la barre, on les juge, on les met en macada. Quand on va faire ça avec une personne, Monsieur Noël Tchani, une troisième, nous allons mobiliser suffisamment d'argent pour augmenter le budget et financer les différents défis de développement. Monsieur Noël Tchani, vous n'êtes pas le premier à commencer ce discours. La plaie est profonde, le système est installé, et le chef de l'État vit dans ce système actuellement. Il avait dit qu'il allait déboulonner l'ancien système, mais jusque-là, on voit que les choses évoluent de la manière que ça se présente. Pensez-vous que ça serait facile de démanteler ces réseaux de la corruption? J'ai un avantage certain dans notre pays, et il faut que les gens sachent. Je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait de politique avant. Je suis un technocrate et tout ce que j'ai fait moi dans ma vie, c'est le développement. Et je crois sincèrement que nous pouvons développer la RDC pour qu'il devienne un pays émergent au bout de... Il y a les hommes forts dans les institutions. Si nous faisons les choses comme il se doit, il faut avoir une vision claire. Ma vision, c'est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision qui peut nous sortir du sous-développement pour qu'on devienne pays émergent en l'espace de 15 ans. Maintenant, comment le faire? Pour le faire, il faut avoir des mains très propres. Très propre, et n'avoir aucune pitié pour les corrompus et les corrupteurs. Et moi, je vous ai toujours dit, je n'ai jamais été corrompu. Et je n'ai aucune tolérance pour la corruption. Si j'ai l'occasion, je mettrai tous les corrompus et les corrupteurs au cachot. Et quand je vais le faire avec une personne, une deuxième, une troisième, ce pays va fonctionner différemment. Nous avons une justice qui marche avec les béquilles selon les opposants. Il faut avoir une bonne justice pour... mettre les corrupteurs derrière le barreau. C'est pour cela que je demande encore très rapidement au chef de l'État de prendre la réforme de la justice, donc de la mettre sur la table des priorités. Pourquoi? Parce que si on a la justice que nous avons aujourd'hui, le système de justice que nous avons aujourd'hui, rien ne va changer. Je suis désolé de constater que pendant la répartition des fonctions entre le CAJ et le FCC a tenu à garder la justice. Ils savent pourquoi. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait donc des réformes. Parce que c'est eux qui ont été impliqués dans toutes ces magouilles-là. Donc, on aurait bien voulu qu'il y ait des réformes importantes. Je doute fort que ces réformes puissent avoir lieu avec la répartition des tâches qu'ils ont aujourd'hui. Vous pensez que les diables se trouvent? Vous pensez que les diables se trouvent dans l'FCC et dans les caches, il n'y a que des sangs? Mais je n'ai pas dit ça. Je ne défends pas le cash, je ne détruis pas donc le FCC. J'ai dit simplement que ceux qui ont géré ont une histoire que nous connaissons. Nous devons aller par référence par rapport à leurs actes dans le passé. Et celui qui a bu, on dit quoi? Il boira. Ceux qui ont été corrompus, qui ont assisté à la corruption quand notre pays devenait l'un des plus corrompus du monde. Ces gens-là, on ne peut pas s'attendre à ce que soudainement, ils changent le tout pour que notre pays devienne le moins corrompu de la planète. Le chef de l'État dans l'impulsion. Mais président Noël Tchani, parlons de la gratuité. Vous en avez épinglé ici, mais ça devient un problème criant. Les autres pensent que c'était une décision prise à la va-vite. Aujourd'hui, il y a même les enfants qui marchent pour les problèmes de la corruption. Il y a des grèves un peu partout, les écoles conventionnelles, d'autres refusent
d'appliquer cette gratuité de l'enseignement, déjà un problème, parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, autant de mois, l'enseignement ne se donne pas comme il faut. Effectivement, je voudrais dire que, encore une fois de plus, on ne doit pas faire des actions de façon précipitée sans qu'il y ait une bonne planification. J'ai l'avantage d'avoir planifié le développement de la RDC. Le cadre que je vous ai proposé, le plan Marshall, dans ce plan-là, qu'est-ce que je prévoyais en ce qui concerne l'éducation? Je prévoyais, le point de départ était qu'un pays ne peut pas se développer sans avoir des ressources humaines de qualité, sans avoir un capital humain de qualité. Et pour arriver à avoir ce capital humain de qualité, je proposais qu'on puisse non seulement faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation, faciliter l'action. Pour faciliter l'action, il y a plusieurs étapes dedans. Une des étapes, c'est la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Moi, j'ai proposé dans le cadre du plan Marshall la gratuité de l'enseignement pour les enfants de 5 à 17 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'école secondaire, pour leur permettre d'avoir la formation de base. Mais il faut que ce programme soit situé dans un cadre global où, après l'école secondaire, l'enfant obtient ce qu'on appelle donc la bourse d'études pour arriver à faire les études universitaires. Ceux qui ne peuvent pas avoir la gratuité de l'enseignement et qui viennent des familles qui sont relativement aisées, il faudrait qu'on mette en place un système d'assistance financière, c'est-à-dire une aide ponctuelle dans les écoles aux étudiants qui méritent, mais qui n'ont pas de moyens pour terminer les études. Aussi le système donc de financement des études par des prêts qui proviendraient d'où? D'un fonds national alimenté par des allocations budgétaires. Donc c'est tout un programme que je prévoyais. Au-delà de cela, il faut doubler tout cela avec la rénovation des infrastructures scolaires, parce que nos écoles sont totalement délabrées et les enfants vivent dans des conditions extrêmement pénibles. Il faut construire de nouvelles infrastructures pour réduire le nombre d'enfants par classe, par enseignant, de 200, 300 à 35 maximum, pour que les enfants puissent avoir en face d'eux un enseignant qu'ils connaissent et l'enseignant connaisse les enfants aussi, pour qu'il y ait donc une symbiose entre les deux. Donc, il y a tout un programme que moi je proposais. Cela n'a pas été suivi. Aujourd'hui, on a lancé la gratuité de l'enseignement. Moi, je pense que ça a été précipité. Pourquoi? Parce que moi, j'ai prévoyé ces choses-là échelonnées dans le temps. C'est pour ça que je vous parle du plan Marshall échelonné sur 15 ans. Il fallait, en fonction des moyens disponibles, assurer la gratuité progressivement. Mais ce qu'on a fait en demandant la gratuité qui va coûter 3 milliards de dollars, jusqu'à présent, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Voilà. Mais, encore une fois de plus, je dis bien, le chef de l'État a des sources d'informations que moi, aujourd'hui, en dehors du système, je n'ai pas. Donc, je ne peux pas parler de ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je voudrais que mon pays puisse retrouver... Président Noël Tchani, nous chutons avec vous. Nous sommes vraiment à la fin. La deuxième thématique, c'était actuel budget de 10 milliards face aux multiples défis. La toute dernière question, on constate que le gouvernement consomme au-delà de la moitié du budget, donc les institutions. Alors, comment ces petits peuples peuvent se retrouver devant ces faits? Bon, encore une fois de plus, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est la petitesse du budget. Si on avait un budget costaud tel que moi je le propose, on pouvait avoir le même niveau de dépenses, parce qu'à la fin de la journée, les institutions... Costaud virtuel, on ne sait pas comment le trouver. Vous proposez 20 milliards, ça c'est un discours politique, mais sur le plan réel... Ce n'est pas un discours politique, c'est une réalité. Je vais vous dire comment j'allais réaliser ça. Je vous ai dit tout à l'heure, là, zéro tolérance pour la corruption, pour la corruption. J'allais appliquer déjà la première chose, un effet de démonstration. Il y a des allégations tous les jours, là, on dit détournement de 15 millions de dollars, n'est-ce pas? Moi, j'allais faire en sorte que ces 15 millions de dollars-là, qu'on connaisse où ils sont partis et qui les a pris. Et c'est lui qui les a pris devant la barre au cachot à Makala. Si on l'avait fait dans ce cas précis, la question de la lutte contre la corruption, de la gouvernance était terminée. Pourquoi? Parce que les gens allaient voir qu'on est sérieux dans la lutte contre la corruption. Mais si on commence à tourner, à justifier, à ne rien faire, les gens arrivent à la conclusion que rien n'a changé. Et malheureusement, quand on arrive à la conclusion que rien n'a changé, on ne peut pas s'attendre à mobiliser plus de ressources pour financer les défis de développement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci. Président Noël Tchani, regardez la caméra, votre mot de la fin. Vous avez demandé les gens du FCC pour un débat et je pense qu'ils vont répondre. Un mot de la fin.
Je voudrais d'abord dire à tout le peuple congolais que nous sommes un grand pays et que nous avons l'opportunité de faire l'histoire. Nous pouvons nous remettre debout et commencer à nous développer à une vitesse exponentielle. Mais pour le faire, nous devons faire certaines choses et les faire en ordre. La première des choses, c'est d'avoir en tant que pays une véritable vision de développement à laquelle tout le monde adhère. Moi, je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. J'invite tout le monde, quelles que soient les différences politiques, à prendre connaissance de ce plan pour que nous puissions l'utiliser comme base, que nous pouvons perfectionner afin d'arriver à cette vision commune partagée par tout le peuple congolais. Ensuite, il faudrait qu'on ait quand même une certaine cohésion nationale. J'invite tous ceux qui continuent à parler donc de la vérité des urnes, qui parlent de ceci, de cela, à revenir à la réalité. Nous devons nous mettre autour de la table en tant que Congolais et commencer à travailler ensemble pour développer la RDC au profit de tous. Je présente mes condoléances donc à ces familles qui sont éprouvées à l'est de la République. On a eu un crash donc à Goma et il y a une répétition d'accidents aériens qui commencent à inquiéter donc notre pays. J'invite à faire l'état des lieux de nos cieux aujourd'hui. Est-ce que les avions qui circulent en RDC sont de bonne qualité, sont maintenus qu'il faut pour pouvoir sécuriser le peuple congolais? Donc, il faudrait que le gouvernement prenne cette initiative-là. Et enfin, je voudrais une fois de plus inviter tout le monde à prendre connaissance de la force du changement. Un nouveau regroupement politique propre, composé des gens intègres. Et si vous voulez connaître ce regroupement-là, s'il vous plaît, appelez ce numéro 081 50 99 337 et demandez professeur Yolo, coordonnateur de la force du changement, et il va vous donner toutes les informations. Nous voulons rassembler tout le monde, nous voulons que nous redevenions une famille, la famille congolaise, et nous allons développer la RDC au profit de tous. Merci, ou sinon appelez la RTVH, l'émission Crible. Nous allons vous donner les amples détails pour entrer dans ces regroupements du changement. Merci, Président Noël Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir donné le temps de parole. Je rappelle que le Président Noël Tchani, il était candidat aux élections de 2018. Il était notre invité d'aujourd'hui. La première thématique, c'était FCC Cash et comment pérenniser les acquis de l'alternance. Et la deuxième thématique, actuel budget de 10 milliards. Face aux multiples défis, on en a parlé avec lui. Restez fidèles à nos programmes. Autrefois, demain ou après-demain avec un autre invité. Au revoir.